Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le Crédit Coopératif. Sur un sujet, on va dire, grand angle ce matin qui nous concerne. Il s'agit de voir comment les enjeux environnementaux vont redimensionner la comptabilité des entreprises. Alors, redimensionner, ça veut dire comment la comptabilité des entreprises, la comptabilité financière au sens strict, est susceptible d'intégrer la dimension environnementale, la dimension sociale qui va avec. Voilà, une comptabilité globale et tirée par les enjeux environnementaux. C'est le sujet de ce matin, donc un sujet grand angle. Merci à nos 4 intervenants. Une quatrième va arriver, d'apporter leur regard sur ce sujet. Donc, en premier lieu, Jérôme Sadier, toi, tu es donc le président du Crédit Coopératif qui porte la rencontre. Donc, merci à toi. Alexandre Rambaud, tu es cofondateur de deux chaires. La première, une chaire d'écologie, de comptabilité écologique à Paris AgroParisTech, Dauphine, l'Université de Reims et, j'oublie un quatrième, et une autre chaire sur la double matérialité. Voilà, donc des sujets pointus. Merci Alexandre. Et Xavier Leroy, toi, tu es en charge de toute l'offre de services aux investisseurs chez ET Finance, et vous êtes une agence de notation extra-financière historiquement, hein, et donc je reprends tes propos, tu me disais, tu soulignais une des rares agences encore indépendantes des agences de notation financière au sens strict. Voilà. Et on attend Ute Meyenberg, qui est représentante, qui est secrétaire nationale de la CFDT Cadre, mais qui est également et surtout alors le titre, je vais vous le redire. Elle est membre de la commission d'information sur la durabilité de l'autorité des normes comptables. Elle vient du secteur bancaire et elle a travaillé vraiment dans les groupes de travail sur les nouvelles normalisations qui arrivent. Donc ça va vraiment être vraiment très intéressant de l'entendre. Donc merci à vous 4 prochainement et merci à vous dans la salle d'être présents. N'hésitez pas à interagir. Profitez du chat sur un sujet aussi large que ça, partagez comment ça sonne à vos oreilles, un sujet comme ça, parce qu'il y a différentes façons de le prendre. Hein. On peut adhérer, on peut aussi ne pas y adhérer. On peut. Le sujet est multiforme et potentiellement aussi, on peut. Limite, il peut être philosophique aussi, hein, parce que quand on parle d'intégration de l'environnement, de l'environnement, du social dans une approche comptable, je me permets simplement moi cette relance. Hein, bonjour. Parfait, super. T'es pile poil à l'heure. Nickel. Bonjour à toi, merci. Et donc, simplement, après, je vous laisse, je ne vais pas être plus long, c'est que les limites de la mesure. Est-ce qu'on va mesurer l'engagement, mesurer la confiance, mesurer les talents? Là, on va dire qu'on est un peu dans le mou au niveau scientifique. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Et est-ce que les effets induits, peut-être de vouloir tout mesurer et jusqu'au bout, ça peut avoir des effets. Donc, bon, voilà, j'ouvre ça. Moi, je suis Rodolphe Elderlé, je suis le responsable éditorial du Miroir Social et j'ai le plaisir d'animer cette matinée. Donc, on va commencer avec toi, Jérôme. La première question, hein, c'est est-ce que, vu de ta fenêtre du Crédit Coopératif et de l'ESS, est-ce qu'on peut y croire à une comptabilité intégrée telle que je l'ai précisé et qu'est-ce qui amène le Crédit Coopératif à porter la rencontre qu'on propose ce matin? À toi, Jérôme. Bonjour et merci à tous. Merci Rodolphe pour l'introduction et aux 3 participants qui ont, je pense, plus de compétences que moi pour aborder le sujet au fond. Néanmoins, en tant qu'au moins président du Crédit Coopératif, qui est la casquette qui m'amène devant vous aujourd'hui et qui illustre le partenariat que nous avons avec Miroir Social pour faire en sorte qu'un certain nombre de questions
qui nous semble d'un intérêt partagé puisse être traité. Cette casquette me permet de dire quelques mots d'introduction de quelqu'un qui n'est pas dirigeant opérationnel d'une banque, mais qui la préside, avec évidemment une dimension particulière au crédit coopératif en ce qui concerne l'attention portée aux sujets environnementaux, mais plus exactement aujourd'hui, les sujets dont tout le monde parle maintenant, sur la transition écologique, mais nous, c'est une transition écologique que nous devons rendre particulièrement juste par ailleurs, avec une forme d'antériorité sur laquelle je reviendrai peut-être quant à notre histoire. Alors, enfin, dans la mesure où le sujet porte sur la comptabilité, je commencerai par ce point d'accroche, quitte à tout compter, puisque aujourd'hui, et comme certains l'ont démontré, je suis en train de chercher le nom de l'universitaire, donc bref, ça va revenir. Quitte à tout compter, autant compter tout ce qui compte. Et effectivement, dans le domaine économique, je suis pas sûr que la façon dont aujourd'hui la comptabilité est conçue, est de nature à nous permettre de progresser, en termes en termes de prospective économique et de prise en charge des sujets de transition écologique, et a fortiori de transition écologique juste. C'est naturel que de se poser la question de savoir si les ambitions politiques, qui semblent aujourd'hui de plus en plus partagées, même si les réalisations ne sont pas toujours au niveau, sont compatibles avec la façon dont on accompagne la vie économique de ce pays, et notamment celle des entreprises, via l'outil comptabilité. Je suis pas un spécialiste, je l'ai dit, de la comptabilité, encore moins un historien de la comptabilité, mais il y a une histoire politique de la comptabilité qui n'est pas neutre, en fait. La comptabilité n'est pas un outil neutre dans notre histoire. Elle correspond, mais je laisserai les spécialistes peut-être revenir sur ce sujet, à des périodes particulières de notre histoire, économique, du développement des entreprises, à l'ère du capitalisme industriel notamment. Et donc en fait, c'est totalement légitime de se poser la question au moment où on est, semble-t-il, dans une période que j'appelle moi plus de transformation que de transition, à vrai dire. Enfin, d'un point de vue macro, c'est une transformation. D'un point de vue micro, il y a des chemins de transition, il y a ça comme ça. Mais dans cette époque-là, c'est tout à fait normal de se poser la question de savoir si ce que l'on compte d'un point de vue normé est, ce dont nous avons besoin. Alors évidemment que d'un point de vue du banquier, on a plutôt l'habitude de manier les chiffres, on est même plutôt payé pour ça, à vrai dire, même si on ne se contente pas nécessairement au crédit coopératif, de ne faire que ça. Il se trouve qu'on a une opportunité qui, naît de la mise en œuvre de la directive, CSRD. J'élargis le spectre pour finir par conclure sur le crédit coopératif. La mise en œuvre de la directive CSRD, objectivement, amène à regarder pour tout le monde, pour toute la place bancaire et financière en général, à regarder les choses un peu différemment aujourd'hui. Parce que, hem, cette directive européenne que nous allons devoir mettre en œuvre, tous, va nous amener à construire de la donnée, par volume, très important. Ce sont des milliers de données que les organismes financiers vont devoir désormais produire, évidemment en s'appuyant sur, ce que leur donnent leurs clients, peut-être en construisant de la donnée par eux-mêmes, ce qui d'ailleurs aussi va poser d'autres questions annexes sur la propriété de ces données et leur usage, au passage. Mais la production de cette donnée a nécessairement pour conséquence, non pas de changer le plan comptable des entreprises, à ce stade en tout cas, mais par contre de rendre visible un certain nombre de choses qui jusqu'ici n'étaient pas recherchées. Et là aussi, c'est pas neutre. C'est pas neutre parce qu'en fait, la façon dont les organismes financiers, les banques, les investisseurs vont pouvoir, traiter désormais, les besoins de leurs clients, va être corrélée à une connaissance du client qui va être différente. Alors, en quoi ça va derrière, impacter l'activité des banques? C'est ce qui est en discussion, en débat, en analyse aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les banques, en tout cas pour celles que je connais et le groupe dans lequel, ma banque se situe, c'est-à-dire le groupe BPCE, le niveau d'expertise qui est en ce moment déployé par les banques est absolument impressionnant. Le niveau d'investissement technologique aussi, de façon à faire en sorte non seulement de respecter un texte, mais d'aller dans la connaissance client de manière, assez inédite. Voilà, et ça ne peut pas C'est ne pas avoir de conséquences. Pardon, c'est Rodolphe? pas vu comme une contrainte.
Bah, vous savez, dans la banque, on a quand même plutôt l'habitude de gérer les contraintes. Donc, vu que l'activité est quand même extrêmement réglementée, appliquer la réglementation, peut-être vécu comme une contrainte, c'est parfois un peu pénible effectivement, mais néanmoins ça fait partie du métier, quoi. Le sujet, c'est pas nous, le sujet, c'est les clients. Nous, on s'adaptera et on sait investir sur ce genre de choses et on sait mobiliser des compétences. Le problème, et je veux pas qu'on soit caricatural, le monde de l'entreprise tel que moi je le pratique, que je le connais, il est tout à fait conscient des enjeux et d'ailleurs souvent il les partage. Par contre, il sait pas comment faire et c'est vrai que la mise en œuvre de la directive CSRD, heu représente une forme de vertige, pour beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment produire de la donnée, faire du reporting et pas non plus d'ailleurs comment échanger avec, leur banque au pluriel, parce qu'ils vont devoir faire plusieurs fois le travail sans doute aussi, de façon à partager les données essentielles qui vont demain en plus conditionner sans doute des pratiques différentes en termes de financement. Il est fort probable demain qu'une entreprise qui n'aura pas, isolé correctement ses locaux professionnels, qui n'aura pas révisé sa politique énergétique, ou qui n'aura pas, revu ses process industriels, pour parler que de ces exemples-là, ne sera plus financée de la même façon, c'est-à-dire, à un tarif, plus pénalisant, on va dire ça comme ça, que les entreprises qui, elles, auront pris un chemin un tout petit peu plus, alors je vais pas dire vertueux parce que j'aime pas ce terme-là en économie, mais en tout cas, un chemin plus conforme aux trajectoires qu'on est censé prendre tous ensemble, en fait. Et donc on Entendu. va vers une différenciation du financement des entreprises en fonction de la prise en compte de ces données. Et ça, je pense que c'est un chemin que je vais pas dire qu'il est inéluctable parce qu'il y a jamais rien d'inéluctable dans la vie. En tout cas, il est assez fort et il faut quand même le prendre aujourd'hui comme la toile de fond, d'un changement profond, en tout cas en Europe, pour le monde, des entreprises qui va pas être simple, même si la prise de conscience est positive et progresse assez largement dans le monde de l'entreprise. Il faudra résister à la caricature. Il n'y a pas des entreprises qui veulent pas de la transition écologique et des particuliers consommateurs qui seraient absolument enthousiastes. C'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Donc on a cette toile Dire- de Vas-y. Ouais. non, vas-y, je t'en prie. Ouais, la question, la relance que je voulais te proposer, c'était le lien que tu fais avec avec les enjeux de financement, les enjeux d'investissement. Tu as introduit la normalisation et le lien avec les enjeux de financement. Bah, les enjeux de financement, c'est tout simplement le fait que désormais qu'on va mieux connaître le client, dans la profondeur de son modèle économique, en intégrant ses externalités et donc du coup, la façon dont on peut concevoir le financement d'une activité d'un client, consiste à lui dire: «Mais en fait, c'est quand même, difficile de vous accorder de l'argent pour faire ça, si les externalités négatives ne sont pas maîtrisées par vous. Si vous n'avez pas pris conscience des dégâts potentiellement écologiques, de votre activité, si, l'impact de ce que vous faites sur le territoire, si c'est pour déménager une entreprise, dans une autre région, bah, vous allez laisser, quelques dizaines d'emplois derrière vous et ça, on devrait pouvoir lui enfin, d'abord, on va le savoir, on va le comptabiliser même, et du coup, on peut être amené à lui dire: «Mais écoutez, c'est pas tout à fait à ces conditions-là qu'on va financer votre activité», en fait. Donc oui, je pense que derrière, il y a une forme de «révolution» entre guillemets, toute proportion gardée quand même derrière ce terme. En tout cas, ça amène nos clients à, être plus conscients d'une responsabilité globale. Voilà. Jusqu'où ça va aller? Bah, je sais pas, ça prendra du temps de toute façon, bien évidemment. Il faut que nos dirigeants d'entreprise soient formés à ça, qu'ils aient des cadres, des collaborateurs qui soient capables de les accompagner aussi, en la matière. Il faut que les arbitrages soient faits au sein même, des entreprises. Mais en tout cas, ça permet d'aller, beaucoup plus profondément dans les modèles économiques et peut-être même de changer la conception qu'on a de sa propre entreprise. Après, est-ce que ça peut amener enfin, en termes d'organisation, pardon, je fais juste une incitante. En tout cas, dans les grandes entreprises, il y a un truc assez symptomatique. C'est que jusqu'ici, par exemple, ce qu'on qualifie de manière un peu trop générique de RSE, hem, enfin, bénéficiait d'un positionnement assez aléatoire, en fait, dans les organisations d'entreprise. Les RSE, ça se baladait des RH à la communication,
de l'organisation à la direction générale et très rarement auprès des directions financières. Eh ben, la mise en œuvre de la directive CSRD, peut-être pour le meilleur et peut-être pour le pire, j'en sais rien, on verra bien à la fin, a ramené la RSE auprès des directions financières. Bon, encore une fois, le dire comme ça peut sembler, un signe de je vais dire un truc qui va pas plaire aux financiers, mais de déshumanisation de la RSE, parce que ça redevient des chiffres. Mais en même temps, si on veut progresser sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir, les normes comptables, va bien falloir qu'on se rapproche des financiers pour le faire quand même. Donc c'est peut-être un signal intéressant. Hem, ce que je voulais vous dire, j'oublie un truc que je voulais, pardon, excusez-moi. Et si après sur la question des normes comptables, le vrai sujet, mais c'est la façon dont on rend compte des choses en fait. Heu, le problème qu'on peut avoir, lié à la directive CSRD, c'est que le reporting soit extrêmement normé. Et moi, j'ai ce problème-là en tant que crédit coopératif parce que nous, ça fait 40 ans, qu'on est investi sur des sujets pour lesquels on a été pionniers, hein, sur l'investissement socialement responsable, sur, la finance tracée, l'épargne de partage, le circuit transparent de l'argent dans notre banque, et cetera. Bon, bah, ce ne sont pas des sujets sur lesquels, il est facile de se comparer aux autres, en fait. On est obligé de construire nos propres outils de reporting pour expliquer qu'on fait des choses. Donc nous, notre sujet, nous, demain, c'est que même si le mouvement va dans le bon sens, est-ce que la normalisation des outils de reporting va nous permettre de continuer à dire ce qu'on a, nous, besoin de dire en tant que crédit coopératif? Et la question du reporting, elle est totalement liée à la question comptable, et je finirai peut-être par là, parce qu'en fait, les normes comptables sont faites pour plusieurs types de raisons, enfin, je crois. Sur en gros, peut-être nous le préciser, mais notamment pour se comparer. Les normes comptables sont des normes pour permettre de comparer les entreprises les unes aux autres, que ce soit pour des raisons de régulation ou pour des raisons, de compréhension par des partenaires et a fortiori par des investisseurs extérieurs, en fait. C'est pour ça que c'est assez lié par ailleurs à la forme capitaliste des entreprises, au passage. Et donc, la question du reporting, est étroitement liée à la question de l'avenir de ces normes comptables. Et puis dernier point que j'évoquerai, qui moi, là, me soucie plus en tant que citoyen, c'est la question de la normalisation comptable est une question fondamentalement politique et de souveraineté. Le sujet, c'est qui édicte les normes? Heu, Malheureusement dans notre pays, là aussi, puisqu'il y a de plus en plus informé, je veux bien l'être, les normes comptables ne sont pas en fait la production publique. Elles viennent de la profession, et qui est pas tout à fait, sous influence européenne, pour dire les choses, tout à fait comme ça. Et on a peut-être du coup un décalage entre un chemin de progrès qui pourrait venir de l'Union européenne, c'est ce que je crois, qui peut être en train de venir de l'Union européenne sur, la CSRD et ce qui peut l'accompagner. On peut considérer que c'est modeste, insuffisant et cetera, mais néanmoins ça mérite d'exister. Et la façon de rendre compte de tout ça dans la vraie vie des entreprises, et dans la sphère financière qui, elle, demeurerait sous influence plutôt anglo-saxonne, avec pas tout à fait les mêmes considérations. Et je pense que c'est un sujet qui est fondamental, stratégique pour notre pays, pour, l'Europe évidemment, de faire en sorte qu'il y ait une coïncidence entre les ambitions politiques qu'on se donne sur des sujets aussi stratégiques que ça, avec les moyens dont on dispose pour en rendre compte et pour piloter nos activités économiques. Voilà ce qui, pour, introduire, parce que c'est ce que tu m'as demandé Rodolphe, ce qui, en tant que président du Crédit Coopératif, en tant qu'acteur de l'ESS aussi, me semble assez fondamental de dire en introduction, de façon à planter le décor comme, il m'a été demandé de le faire. Merci à toi d'avoir effectivement t'as bien planté le décor. C'est bien le cas. Et tu as introduit les normes, les CSRD. Là, je vais pas me lancer dans l'acronyme, moi, dans cette normalisation CSRD. Et on va avoir. Donc, ben, n'hésite pas, Jérôme, à intervenir quand tu le sens. Hein, et ça vaut pour tout
les intervenantes et intervenants de rebondir. Ça doit être spontané au-delà du fil conducteur que je vous ai proposé. Donc, Ute Meyenberg, toi, tu es donc secrétaire national CFDT. Tu es donc, je le redis, donc membre de la commission d'information sur la durabilité de l'autorité des normes comptables. Donc, ça rejoint ce que dit Jérôme, c'est-à-dire les professionnels du chiffre qui s'organisent gentiment entre eux pour normaliser. Donc, c'est pas les citoyens, c'est effectivement les professionnels du chiffre qui s'organisent. Donc, et ben, t'es dedans. Alors, c'est un sujet qui peut vite devenir technique. Donc, on va pas. Ce matin, il n'y a pas de fausses promesses à tenir, pas de fausses promesses. Ce matin, l'objectif de cette matinée qu'on vous propose, c'est pas que vous sortiez certifié CSRD, etc. Enfin, que vous ayez toute l'information sur les CRC. Ça sera pas possible et c'est pas l'objet. Par contre, où t'es dedans. C'est un sujet complexe. Tu as mis vraiment, parce que c'est technique, on peut pas le survoler ce sujet. Donc il faut rentrer dans cette technique. T'es rentré dedans. Tu fais partie de ces groupes de travail. Donc ça sera une question subsidiaire, ça, de voir comment ça s'y passe. Mais en premier lieu, comment on fait le lien et avec les nuances et ton regard, la complémentarité de ton regard par rapport aux propos introductifs de Jérôme sur CSRD, le lien avec les besoins de financement et les besoins de traçabilité de ces investissements qui sont nécessaires à la transformation écologique ou à la réelle prise en compte des enjeux écologiques, environnementaux. À toi, Ute. Oui, merci. Merci pour l'introduction et aussi Jérôme Sadier pour ce que vous avez dit par rapport à la connaissance client. Parce que moi, je travaille également, enfin, je viens d'une banque et effectivement, là, il y a énormément de compétences qui se déploient dans cette normalisation. Alors, pour répondre à ta question, Rodolphe, enfin, directement, si le lien entre financement et transition écologique, il est vrai qu'il y a certains crédits qui sont liés carrément à des indicateurs écologiques et qui sont du coup de ce fait moins chers, où il y a des obligations aussi qui se mettent en place, des obligations vertes qui sont liées à des projets qui financent des investissements écologiques. Donc en fait, disons, moi je suis pas comptable initialement. J'ai fait une école de commerce, mais la comptabilité c'était pas mon sujet de prédilection. Donc il n'y a pas que des spécialistes dedans, mais on va y revenir. Donc déjà pour commencer la première question, ça fait partie quand même du Green Deal européen et en fait on s'est rendu compte que la transition écologique coûtait énormément d'argent, que ça impactait le système financier, les banques centrales s'en sont rendues compte et donc la Commission européenne a commencé à travailler sur la transition écologique en 2018 avec une première communication qui était essentiellement financière, c'est-à-dire elle a mis en place 3 directives en fait, la CSRD, la SFDR, Sustainability Reporting Directive pour les banques et la taxonomie qui classe les activités. Et ces trois textes légaux sont donc liés intimement, mais ils n'ont pas été mis en place en même temps. Et donc, il y a un petit peu de remaniement à faire, notamment en ce moment, je vais peut-être y revenir sur la SFDR, donc la directive transparence pour le secteur financier, qui remplit pas complètement l'objectif comme on voulait. Comment dire ? Donc, en fait, après le fait de rendre visible quelque chose, et notamment avec des indicateurs ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça permet il y a aussi un impact sur la finance, en fait. C'est tout l'enjeu de la double matérialité, en fait, qui est derrière cette CSRD. C'est le fait de rendre compte à la fois des aspects financiers, mais des aspects extra-financiers qu'a cette transformation écologique et environnementale. Et donc, ces normes ont de toute façon un impact sur les financements qui vont se faire parce que on oblige en fait l'industrie financière à envoyer les fonds dans la transition écologique. Et c'est vraiment ça qui se passe.
N'hésite pas, si tu veux que je présente, parce que tu as une présentation, si tu veux que je présente des slides, quelques slides, mais peut-être, donc, ça veut concrètement, sur la normalisation CSRD, tu es dans les groupes de travail. Si tu peux nous permettre d'appréhender, ça veut dire quoi de travailler sur la normalisation? Toi, tu es donc représentante. Quand on a cadré cet entretien, sur ton intervention, tu m'expliquais que tu trouvais ça très intéressant, la démarche ouverte qu'il y avait dans les groupes de travail sur la normalisation, où il y avait donc les syndicats que tu représentes, les associations, les parties prenantes qui étaient intégrées. Comment vous bossez et pour produire quoi? Ça ressemble à quoi ce que vous produisez dans ces groupes de travail depuis Oui, peut-être je vais déjà expliquer ce que c'est ce groupe de travail. D'ailleurs, Alexandre en a fait partie aussi au début. C'est-à-dire qu'en 2022, les premières normes sont sorties, les premières normes qui explicitent en fait la CSRD. Et on a demandé au gouvernement d'abord de donner des avis. Et en fait, effectivement, ces normes sont politiques. C'est un enjeu politique. Et c'est pour ça que la Commission, en général, demande un avis à une partie très, très large. En fait, tout le monde qui veut répondre peut répondre à la Commission européenne. Mais dans un premier temps, c'était donc les États. Et donc, en Allemagne et en France, se sont créés des groupes autour de l'autorité des normes comptables en France et en Allemagne, le Deutsches Rechnungsgesellschaft, qui est l'équivalent de l'autorité des normes comptables, de l'ANC, et qui comportait, pour l'Allemagne, je ne sais pas, en France, c'était 30 personnes au début, mais on a ouvert ça, essentiellement, évidemment, des commissaires aux comptes. Mais il y avait aussi des grandes entreprises, il y avait le MEDEF, la CPME, Business for Inclusive Growth, c'est une ONG, mais qui est quand même portée par des grandes entreprises. Il y avait des investisseurs et on a travaillé ensemble pour donner des avis sur ce qui était produit par la Commission européenne. Donc, c'est-à-dire que on a créé 3 groupes, un groupe pour le E, un groupe pour le S, un groupe pour le G. Et donc, environnement, gouvernance et social. Et en fait, on prépare des avis sur des textes réglementaires qui sortent, enfin le texte qui était sorti. Et donc c'était un travail assez énorme parce que la Commission nous a donné un questionnaire et dans lequel il fallait donc donner l'avis de la France et l'avis qui est, si possible, un consensus. Et moi, j'étais assez étonnée parce que en France, on a un report. J'étais dans le groupe social et j'ai proposé de mener ce groupe parce que j'avais fait ça déjà au niveau européen. J'étais dans la Banking Stakeholder Group de l'Autorité bancaire européenne au tout début, entre 2011 et 2016, quand il y avait la grande crise financière, et j'ai rédigé beaucoup d'avis sur des réglementations qui sont sorties. Donc, au niveau de l'autorité bancaire européenne. Et donc là, j'ai proposé la même chose. Mais il se trouvait qu'on était dans un contexte français. Et le contexte français n'a probablement pas autant d'habitude de ce genre de démarche finalement assez démocratique, hein, il faut dire. Hein, parce que moi, j'étais là pour les syndicats. Et j'avais en face le MEDEF qui... c'était assez compliqué parce que j'avais l'impression d'être dans une négociation alors que ce n'est pas une négociation. On va pas prendre des positions, rester sur des positions et dire je dis non à tout et puis voilà, mais on essaie de trouver un consensus. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre en France. Ce processus politique, finalement, sur des sujets techniques, mais qui finalement est un processus où on se met d'accord. Et d'ailleurs, l'Europe a une grande expérience. D'ailleurs, les groupes les stakeholder groups, enfin les groupes de porteurs d'intérêt comme celui-ci et comme celui où je continue à être maintenant, dans l'autorité des normes comptables, ils sont justement là pour avoir les avis contradictoires des gens pour créer des normes, parce qu'une norme ne peut pas se créer top-down comme ça. Ça tombe pas du ciel. Il faut que tout le monde soit d'accord pour l'appliquer. Et évidemment, il y a des parties qui ont plus ou moins d'intérêt. Si j'étais une PME, enfin, malheureusement, moi, je comprends souvent les parties adverses et donc parfois j'ai vraiment pitié avec les PME qui doivent maintenant donner des tonnes et des tonnes de chiffres et c'est vrai que ça leur coûte de l'argent.
Mais en même temps, nous, en tant que citoyens, là, je représente plus les syndicats, mais c'est plus large, les citoyens. On a aussi besoin de chiffres pour savoir est-ce que telle ou telle entreprise respecte les lois, n'a pas trop d'accidents de travail, donne des salaires décents, etc. Après, on peut dire aussi, en France, a priori, on a un droit du travail qui est extrêmement protecteur. A priori, c'est fait. Mais ces normes-là sont européennes. Donc, ça donne en fait ils sont faits au niveau du groupe et pas au niveau de la société. Les consultations maintenant, si on veut les utiliser dans un domaine syndical, ils sont au niveau des CSE, donc des entreprises, mais qui ont du coup des données qui sont finalement au niveau groupe. Mais ça peut aider les syndicalistes à l'étranger ou les employés à l'étranger qui n'ont pas autant de données. Et quand j'ai commencé à travailler sur la CSRD, en France, il n'y avait aucun syndicaliste qui s'intéressait au sujet. Donc, j'étais toute seule. Et comme vous avez vu, mon nom est allemand, mais je suis un peu une fausse allemande parce que ça fait extrêmement longtemps que je vis à l'étranger, pas seulement en France. Et en fait, les Allemands, à travers la Confédération européenne des syndicats, j'avais des contacts avec les Allemands et du coup, j'ai travaillé avec les représentants des salariés au conseil d'administration allemand qui faisaient des réunions régulières. Ça m'a permis dans un premier temps, de travailler. Et puis Alexandre est là. Alexandre m'a aussi invité à un grand événement qu'il a fait au Collège des Bernardins qui était extrêmement intéressant. Et tout ça, ça m'a permis en fait de travailler sur ces normes parce que quand on n'a pas de questions, quand on n'a pas d'interlocuteur, c'est impossible. C'est trop complexe. Il faut vraiment avoir un but, se dire soit il faut que je produise ces normes, donc comment je vais faire, soit je voudrais qu'ils servent à quelque chose, donc de quoi j'ai besoin pour les mettre en place, etc. Et nous, en ce moment, à la CFDT Cadre, on est en train de faire des webinaires réguliers. Là, il y en a 2, il y en a un 3e cet après-midi, un 4e lundi, sur exactement la CSRD et les différents aspects. Donc, on a fait déjà une sur vraiment le global et on va avoir en fin de journée quelque chose sur la norme climatique et ensuite on va aller sur les conditions de travail, etc. Merci. Voilà. Parfait. Merci Outé de nous permettre de mieux appréhender le travail sous-jacent à ce travail de normalisation qui accouche quand même. Moi, ça n'engage que moi, mais les retours que je peux avoir moi de mon côté en parlant même avec des syndicalistes et des directions, comme quoi les CSRD, l'intégration dans les entreprises, c'est considéré comme une corvée, comme une contrainte. Ils n'y voient pas l'intérêt. Quand bien même certains y voyaient de base quand même l'intérêt de comparer, tellement on leur demande entre guillemets, de fournir de l'information, ça devient rédhibitoire. Alors la question, c'est est-ce que pour comparer, se donner les moyens de comparer comme vous l'avez fait, parce que les précédentes normes ne le permettaient pas, à la différence de celle-ci, il faut en passer par le côté usine à gaz. Oui, oui. Réacteur en fait atomique, ça peut être ça aussi. C'est parce que si vous dites usine à gaz, c'est un peu les Allemands qui financent le gaz et les Français qui sont sur le nucléaire. Je pense alors comparer. Moi, je compare en ce moment des normes bancaires. Parce que je suis à l'EFRAG aussi maintenant dans un groupe de travail sur les données des banques qui sont parce qu'en fait on a un premier set de normes donc les milliers de données les 1000 données pour ce qui s'appelle agnostique, c'est-à-dire tous les secteurs et dans certains secteurs il y a des problématiques particulières d'ailleurs quasiment dans toutes. Et du coup il y aura aussi des normes donc sectorielles et je travaille en ce moment sur les normes bancaire. Et là, je compare différents rapports de durabilité et effectivement, ils ne sont pas comparables. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir quelque chose de comparable parce qu'ensuite, on veut pouvoir comparer parce que pour l'instant, avec la directive antérieure, la Non-Financial Reporting Directive,
les entreprises pouvaient raconter plus ou moins n'importe quoi, et elles étaient aussi très 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 attachées au fait qu'on les dérange pas trop dans ce qui doit être rapporté. Parce qu'en 2016, quand il y avait les premières consultations de la Commission européenne, j'en ai participé déjà, et ils disaient oui, surtout peut-être des lignes directrices, mais surtout pas quelque chose de trop contraignant. Donc il y a ça. Après, le fait que il faut quand même mettre en place cette transition écologique, ça coûte de l'argent forcément, mais si on fait rien, c'est encore plus cher. Ça se chiffre à ce moment-là en pourcentage du PIB, donc c'est vraiment rédhibitoire. Mais effectivement, vous avez raison. Enfin, les entreprises, là, même maintenant, dans le groupe de durabilité, ils disent oui, ça coûte beaucoup d'argent. Mais si on n'a pas de moyens de rendre compte de quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on peut raconter n'importe quoi. Donc, il faut cette comparabilité pour arriver à quelque chose. Et cette comparabilité va aussi faire que les entreprises font plus que ce qui leur est demandé. Parce qu'en fait, quand on a des normes, quand on rend compte de quelque chose, c'est effectivement, les commissaires aux comptes disent toujours, ce n'est pas une obligation de faire. Mais en réalité, quand on dit, j'ai, je ne sais pas, enfin, peu importe, je vais faire quelque chose, ou je fais quelque chose, on a envie peut-être aussi de faire mieux. Et ainsi, par exemple, les entreprises mettent les congés parentaux aux États-Unis, où c'est pas obligatoire, où ils font plus que la loi. Et ça, c'est vraiment le côté incitatif de ce genre de normalisation. Et je crois que c'est très important. Merci à toi, Outé. Alors, comme le temps tourne, il y a une question que je te posais, mais je la garde je la garde en magasin mais garde-la en tête sur les incidences que ça va avoir d'ores et déjà sur la délabellisation de certains fonds qui étaient verts, ou alors il y a des fonds ISR dans le cadre de l'épargne salariale notamment, ou de l'épargne, oui, de l'épargne salariale, et les incidences que ça a. Mais ça, on le garde on va le garder, on le garde en magasin si je te le propose. Oui, et c'est une autre directive en fait, mais j'expliquerai. Ok. Et sinon, donc on n'est pas rentré dans une logique, et je pense que c'était aussi intéressant de t'entendre parler de cette façon-là. Mais ta présentation, elle est je la propose, elle est proposée en téléchargement, donc n'hésitez pas à la télécharger. Et également, je vous ai mis en lien le projet, enfin la démarche que porte Alexandre sur CARE, la comptabilité adaptée au respect de l'écologie. Et donc, si vous voulez vous faire une petite idée avant l'intervention d'Alexandre, si vous connaissiez pas, il y a le lien à découvrir en notif. Merci Outé, n'hésite pas à intervenir. Mais merci de tes précisions concrètes en direct du terrain. On va passer à toi, Xavier Leroy. Donc toi, tu représentes une agence de notation extra-financière qui s'appelle Etifinance. Vous êtes à fond sur l'exploitation du reporting des extra-financiers des entreprises pour l'exploiter, pour l'analyser, pour le valoriser auprès de vos clients, donc investisseurs, pour leur donner un niveau d'information complémentaire à une stricte approche financière. Pour commencer, Xavier, en quoi... Là, pour l'instant, on a parlé de CSRD exclusivement, de reporting. En quoi déjà ça constitue un élément d'une comptabilité extra-financière, quand même c'est du reporting? Alors, merci Rodolphe. Ça fait 20 ans qu'Etifinance est un acteur de l'ESG. D'ailleurs, pas simplement comme un acteur d'agence. On travaille en termes de conseils pour les acteurs financiers. Et puis, il y a une particularité chez Etifinance, nous sommes aussi une agence crédit. Et donc, nous travaillons sur la partie financière. Et d'ailleurs, la réunion de nos activités d'ESG et financières depuis 6 ans avait pour objectif de répondre à cette problématique de l'intégration de l'ESG dans la finance et de la finance dans l'ESG. Nous sommes en effet une forme d'interface entre les marchés financiers au sens très large du terme, marché bancaire, investisseurs equity, etc., et les entreprises pour leur financement, sachant que, je crois que ça a été dit, la finance est quand même un moyen de pression, et pas simplement, mais un moyen de pression aussi pour faire évoluer
un certain nombre de pratiques. Alors les acteurs financiers, ils ont besoin de quoi et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces reporting extra-financiers et de ces données? D'abord, si je suis un prêteur, et Jérôme Sadier saura mieux que moi, il y a une problématique de risque. Est-ce que ça va pas accroître le risque de défaut de rembourser la dette? Si je suis un investisseur en action, est-ce que ça crée de la valeur en tant que tel? Donc ça, c'est quand même des motivations essentielles, c'est la matérialité financière, on en parlera tout à l'heure dans la double matérialité. Il y a également, bien entendu, des aspects de stratégie. On peut pas parler de conviction, et le crédit coopératif est un bon exemple d'acteurs de conviction. Mais il y a aussi des acteurs qui ont moins de conviction, mais qui le font pour des raisons, on va dire, commerciales, de concurrence ou de pression de leurs parties prenantes externes. Et puis, il y a la réglementation, et Ute en a parlé, la réglementation SFDR notamment, qui impose aux acteurs financiers, et pour notamment tout ce qui est produits financiers, de déterminer un certain nombre de niveaux d'intégration ESG pour pouvoir communiquer. Et en fonction du niveau qu'ils proposent au marché, ils ont des obligations supplémentaires. Je le dis très rapidement, mais c'est bien de dire vous pouvez marketer vos produits, en conséquence de quoi vous devez communiquer plus ou moins sur ce qui compose le portefeuille en tant que tel. Et donc ça, c'est la fameuse, dont je reviens, réglementation SFDR. Pour pouvoir répondre à ces besoins des acteurs financiers, il y a besoin d'indicateurs extra-financiers. Et ces indicateurs, jusqu'à présent, la vraie difficulté que nous avions, en dépit de NFRD dont on a vu les limites, donc la directive actuelle qui s'impose uniquement aux plus grosses entreprises cotées, etc., eh bien, ce qui est difficile pour nous et pour nos clients, hein, les banques, les asset managers, les institutionnels, c'est de trouver la donnée. La donnée, elle est compliquée à trouver. Alors, plus les entreprises sont importantes, plus elles ont été soumises à des demandes, à des pressions, plus elles ont les moyens de mettre en œuvre. Mais c'est bien compliqué lorsqu'on arrive sur des ETI, des PME. Et donc, l'arrivée de CSRD, c'est une réponse de normalisation, c'est une réponse complexe, difficile, mais enfin, c'est une réponse pour mettre à disposition des jeux de données normalisés, standards, à disposition de toutes les parties, des entreprises aussi, hein, pour leur propre management, mais aussi des acteurs financiers et aussi des interfaces que nous sommes pour pouvoir, en complément de leurs propres travaux, de pouvoir émettre des opinions, comme on le fait sur la notation crédit, de pouvoir exprimer la vision que l'on peut avoir de la capacité d'une entreprise à maîtriser ses enjeux de transition, ses enjeux sociaux, etc. Donc, oui, clairement, c'est bien le jeu de données complémentaires à la donnée financière dont nous allons disposer, dont nous disposons un peu, encore une fois, aujourd'hui, de façon moins standardisée, plus standardisée demain. C'est une évolution donc nécessaire qui manque bien, encore une fois, cette prise en compte, cette montée en charge de la réglementation européenne. C'est aujourd'hui en parallèle des jeux financiers, des rapports extra-financiers, et le rôle d'agences comme nous, c'est d'essayer de réconcilier ces éléments, et notamment c'est ce que nous faisons dans nos travaux d'agence de crédit pour pouvoir améliorer notre appréciation du risque crédit porté par les entreprises. Et je le redis, aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons et que tout le monde rencontre, et notamment pour les petites entreprises, c'est d'avoir de la donnée standard, fiable, cohérente aussi, parce qu'il ne faut pas assommer la mouche avec un marteau. Et donc, c'est parfois le reproche que l'on peut faire à la réglementation, c'est trouver un juste milieu entre la bonne diffusion ou préparation d'informations, sa fiabilité, adaptée à la taille de l'entreprise, à sa capacité à la produire. Ceci étant dit, il y a très longtemps, dans une autre vie, je me rappelle, les entreprises disaient c'est trop compliqué de faire de la compta trimestrielle et de piloter notre compte trimestriel. Aujourd'hui, c'est passé dans les normes. On est quand même dans une phase d'adaptation. On est sur des sujets qui, il y a 15 ans, n'existaient pas, ou presque pas. Donc, le temps est quand même très court. Entendu, Xavier. Jérôme, on a parlé de double matérialité des enjeux géopolitiques qui y avait derrière. Si tu peux nous préciser de quoi on parle quand on parle de double matérialité et ce que ça recouvre comme enjeu, rapidement. D'abord, la double matérialité, c'est au cœur de la réglementation européenne. C'est de dire on ne peut pas se contenter d'intégrer les impacts de la transition de l'environnement sur l'entreprise. Il faut aussi s'intéresser, donc la matérialité financière, qui va intéresser les financiers, bien entendu. Il faut aussi s'intéresser sur l'impact de l'entreprise, sur l'environnement et sur la société en général, sur ses parties prenantes. Et ça, c'est la matérialité d'impact.
Et elle est au cœur, cette double matérialité de la réglementation européenne. Et elle est clairement, c'est une dimension qui est clairement non partagée, pour le dire simplement, avec l'Amérique du Nord ou les BRICS, qui sont plutôt sur une dimension strictement de matérialité financière. On ne voit qu'un morceau. Et c'est important parce que cette double matérialité, elle porte aussi derrière cette norme d'appréciation de cette dimension, une dimension sociétale, presque de civilisation. C'est le fait aussi de s'intéresser à l'impact de ce que nous faisons. Et on voit bien dans cette différence d'approche entre l'Europe, la vieille Europe et l'Amérique du Nord, une différence qui est importante. Je vais prendre un exemple. La présence de syndicats d'entreprise, ça fait un plaisir à goûter. Aujourd'hui, c'est une norme en Europe. Il faut savoir que c'est vu comme un élément, l'absence de syndicats, c'est vu comme positif au niveau social dans une entreprise américaine, considérant que, vous voyez ce que je veux dire, les syndicats sont une épine dans le pied du management pour mettre en place sa stratégie. Alors on voit bien qu'on ne porte pas les mêmes valeurs de société entre les deux parties de l'Atlantique. Et cette différence, elle est importante, parce que selon la norme que l'on va appliquer, il y a d'autres exemples sur les normes techniques, etc., eh bien, on va apprécier différemment l'entreprise et on va prendre plus ou moins en compte son impact sur la société et sur l'environnement. Donc, c'est important, cette norme de double matérialité, parce que, encore une fois, elle correspond à ce que nous sommes, mais c'est important aussi que ceux qui les portent au niveau des normes comptables, de ceux qui les portent en tant qu'agence de notation, etc., l'incarnent aussi, parce que si nous n'avons que des acteurs nord-américains, ils auront plutôt tendance à avoir une vision nord-américaine de la matérialité et ainsi de laisser de côté un certain nombre de sujets qui sont importants pour nous. On le voit bien, il y a du non-ESG au ce moment aux États-Unis qui est assez importante. Les élections américaines prochaines présidentielles vont peut-être accentuer encore cet élément. On voit des acteurs qui sont obligés de faire marche arrière pour des raisons commerciales. C'est pas neutre. Derrière cette problématique de normes, il y a des enjeux qui sont très importants. Xavier, vous avez Etifinance, vous avez produit, enfin, vous avez cogité, même plus que cogité, sur la notion, les incidences de on parle de réindustrialisation en France. Est-ce que, justement, c'est compatible avec la notion de double matérialité, le fait qu'on réimplante en France de l'industrie, quelle compatibilité avec, par rapport à la prise en compte des enjeux environnementaux, etc. Comment ça? Oui, on a fait une étude avec un cabinet qui s'appelle Verticolab, un cabinet français, sur la contribution socio-économique des entreprises françaises cotées. Et on a publié, on a fait une étude qui est disponible sur les entreprises du CAC 40 pour calculer leur contribution socio-économique. Alors, on est parti sur la valeur ajoutée créée en France par les entités françaises et groupes du CAC 40, valeur ajoutée au sens compta national, ce qu'ils produisent moins les consommables nécessaires pour produire, pour mesurer en fait ce qu'apporte une entreprise, et en l'occurrence les grandes entreprises françaises, à l'économie française en termes de création de richesse. Et d'ailleurs, on a travaillé aussi sur d'autres indicateurs, au-delà de la valeur ajoutée directe et indirecte. On a travaillé également sur l'emploi direct, indirect, l'emploi induit, et puis sur la contribution aux finances publiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur cette thématique? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une forte demande de la part d'un certain nombre d'acteurs financiers qui souhaitent que l'euro qu'ils investissent contribue plutôt à la création d'emplois, au financement du système social, au financement public. Donc ça, il y a cette dimension d'intérêt, d'impact, entre guillemets, de leur investissement. Mais effectivement, elle se heurte, cette étude est en relation avec cette volonté de réindustrialisation. On en a vu les problématiques au niveau du Covid. On le voit de façon plus dramatique en ce moment sur les problématiques d'armement. Qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de remettre des problèmes environnementaux dans nos pays, etc. Alors, première des choses, si c'est pas produit chez nous, c'est produit ailleurs. Donc aujourd'hui, le fait que ce soit industrialisé dans un autre pays, ça signifie que les émissions sont faites là-bas et pas chez nous. Le deuxième élément, c'est qu'il y a du transport. Et puis le troisième élément, jusqu'à preuve du contraire, dans nos économies, dans nos pays, en Europe, en France en particulier, on a des normes sociales, des normes sanitaires, des normes environnementales. Et tout ce qui va permettre de réindustrialiser, c'est aussi de pouvoir mieux maîtriser l'ensemble de ces éléments, de ces enjeux matériels pour les entreprises. Donc au contraire, la réindustrialisation, au-delà du bénéfice qu'on peut en avoir du point de vue socio-économique en termes de richesse, en termes d'emploi, etc., c'est aussi une façon de se réapproprier
les enjeux qui sont liés à la production et ainsi de pouvoir les mieux maîtriser et de pouvoir les réduire, je pense finalement aux émissions, ou bien de pouvoir vérifier que les normes sociales sont appliquées ou que les normes sanitaires sont appliquées. Donc, au contraire, c'est aussi une façon, au-delà d'une question de souveraineté, c'est aussi une façon de remaîtriser des enjeux aujourd'hui qui nous échappent et qui sont dans les filières d'approvisionnement très loin de nos pays. Entendu. Merci Xavier. Parfait. On va passer donc à l'intervention d'Alexandre. Alors, dans la salle, il y avait une question de Claire sur la présentation d'Outé. Normalement, vous pouvez la charger, Claire. Hein. Attendez, je vous l'affiche là comme ça. Normalement, là, vous avez un petit nuage en haut à droite où vous pouvez la télécharger là. Excusez-moi pour cette petite... voilà, donc c'était la présentation d'Outé. De toute façon, dans le compte-rendu, je vous enverrai le lien avec la présentation d'Outé et aussi les différents liens, le lien vers CARE dont on va parler. Xavier, le lien vers l'étude aussi. Vas-y, Xavier. Je le passerai. Non, je voulais répondre à Utek qui me disait, mais oui, le scope 3 intègre ces dimensions, en effet, notamment dans les aspects carbone. Mais Utek le sait bien, d'abord, ce sont des modèles. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas calculer de façon extrêmement précise. Et puis la deuxième chose, s'il y a bien une chose qu'on a du mal à maîtriser, c'est son scope 3. Et donc le fait en effet de le faire revenir, ça ne changera pas les émissions qui sont faites ailleurs en effet, mais ça permettra de les mieux maîtriser, sans aucun doute. Ok, merci. Et Xavier, si tu as le lien vers l'étude, n'hésite pas à la mettre dans le chat. N'hésite surtout pas. Alexandre Rambaud, donc tu es toi, tu es à fond là-dessus. Donc tu co-diriges deux chaires, et notamment une chaire comptabilité écologique et une chaire double matérialité. Et donc j'ai mis le lien vers CARE. Donc CARE, le projet que vous portez, c'est comptabilité adaptée au respect de l'écologie. Vous avez même réussi à décliner l'acronyme en français-anglais. Et donc la spécificité, donc je le redis, du modèle CARE, c'est vraiment, et là on n'est plus dans le reporting. Enfin, on est vraiment dans l'intégration comptable des éléments chiffrés environnementaux et sociaux dans une intégration comptable au sens strict. Et donc, vous travaillez, ça c'est pas un projet qui est nouveau, c'est un projet, tu vas mieux le préciser que moi, mais qui a plus de 10 ans. Vous travaillez avec des entreprises qui expérimentent en partenariat avec des cabinets d'expertise comptable, vous travaillez avec des entreprises qui implémentent le modèle. Si tu peux nous dresser, rapidement peut-être de présenter CARE, mais surtout et voir les typologies un peu d'usage d'ores et déjà de CARE. À toi la parole. Oui, merci beaucoup pour donner l'occasion de discuter de ces sujets. Effectivement, qui me tiennent à cœur. Et sur la question de CARE, effectivement, le projet a un peu plus de 10 ans maintenant, provient d'une réflexion croisée entre académiques et professionnels sur l'analyse de ce qui existait à l'époque en termes de comptabilité et de reporting socio-environnemental, en croisant ça avec en fait un certain nombre de débats qui ont commencé à être posés, c'est-à-dire le fait que la comptabilité c'est politique. Donc en fait ça oriente fondamentalement non seulement la décision, mais l'économie, la représentation de l'entreprise et ses liens avec son environnement social, économique, environnemental, etc. Et derrière du coup, on ne peut pas aborder la comptabilité simplement sous un angle technicien. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur d'ailleurs du CERCES, du Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est l'association qui fédère toute la communauté autour de CARE, avec cette idée que la comptabilité, c'est un enjeu citoyen majeur, malheureusement trop relégué à des questions techniciennes. Et que, donc à partir de ces analyses croisées donc avec une réflexion sur où veut-on aller, quel type de soutenabilité doit être mise au cœur des entreprises, des organisations et de l'économie, c'est à partir de tous ces cadres-là qu'a été défini le programme CARE, qui est un programme global de recherche, de développement et d'opérationnalisation dans les organisations.
Alors, autour de CARE, on a vraiment la mobilisation de la comptabilité dans son sens le plus plein, c'est-à-dire comme ce qui permet de restructurer de façon précise le modèle organisationnel. C'est-à-dire, on a des plans de compte, on a toute la classification des plans d'action. Comptabilité, c'est beaucoup de classification, en fait, avant même de pouvoir mesurer, c'est-à-dire que on ne peut pas mesurer ce qu'on n'a pas conventionné, ce qu'on n'a pas classifié, ce qu'on n'a pas déterminé. Or, la théorie de la représentation est fondamentalement ce qui est déterminant. On parlait de double matérialité. Justement, poser une théorie de la représentation entre est-ce que l'impact, c'est l'impact sur l'entreprise ou l'impact sur les écosystèmes ou les deux, on est en plein dans la question, justement, une question comptable majeure. Donc, voilà, c'est la mobilisation donc complète de la comptabilité avec derrière cette idée justement de prendre en compte la soutenabilité sous son angle de ce qu'on appelle la soutenabilité forte, c'est-à-dire le respect, par exemple, des écosystèmes à partir de ce que nous disent les sciences écologiques, donc la prise en compte de ce qu'on appelle en écologie les bons états écologiques des écosystèmes, qui est d'ailleurs mobilisé par l'Union européenne dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, qui définit les bons états écologiques des masses d'eau au passage. Et puis au niveau des êtres humains, en fait, c'est leur état écologique, dans le sens, garantir, la décence des êtres humains, leur état de santé, physique et psychosocial. Donc en fait, c'est tout ça qui est à l'origine, de CARE et avec la question: comment est-ce qu'on, avance? Comment on décline ça, d'abord, théoriquement, ensuite, méthodologiquement et ensuite complètement opérationnellement? Donc c'est, sur ces bases-là qu'a été, fondée la chaire comptabilité écologique qui, elle, fédère donc, plusieurs, programmes de recherche. Et ensuite qui a été, créé le CERCES qui lui donc, cette association qui fédère en fait, à la fois le projet de société qui est derrière, donc derrière CARE et la mise en œuvre opérationnelle dans les entreprises. Alors sur la question de la mise en œuvre dans les entreprises et justement, pourquoi les entreprises, vont dans CARE. Donc là actuellement on a, parce qu'il y a plusieurs versions, d'évolution de la méthodologie, mais il y a à peu près une trentaine d'entreprises qui s'y sont mises. Alors certaines donc qui ont mis en place et certaines qui commencent à suivre maintenant, qui l'utilisent, dans un exercice de suivi. Hem, on a, plusieurs mobilisations. Une première mobilisation, sans être exhaustif, de, gestion stratégique, c'est-à-dire, vraiment pour, réorganiser, dans le long terme, un modèle d'affaires qui soit aligné sur la science et qui soit aligné sur comment fonctionne vraiment une organisation. Parce que là, je veux faire écho à un point essentiel qui a été mentionné plusieurs fois, c'est que justement la comptabilité, c'est politique et que, en fait, différents systèmes comptables véhiculent différentes même représentations financières de l'organisation, avec soit une vision très financiarisée qui est totalement déconnectée du fonctionnement même des organisations. Ça, c'est les visions de type anglo-saxonne avec les normes dites IFRS. Soit on est dans des approches, qui sont centrées sur la comptabilité pour accompagner la gestion des organisations et qui vraiment va au cœur, de l'organisation. Ça, c'est ce qu'on trouve avec les plans comptables, par exemple français, allemands et historiques, en Europe continentale. Donc là, on parle vraiment d'Anker, de se centrer sur l'organisation, sa gestion, l'accompagnement de sa gestion pour, et c'est, le rôle, de CARE, piloter non seulement la transition, mais piloter une entreprise dans en fait, dans un monde, qu'on aimerait, durable. Donc ça, c'est vraiment une des raisons phares de la mobilisation de CARE, c'est comment on accompagne d'un point de vue stratégique ce pilotage de façon très précis, cadré avec les classifications et taxonomies d'actions qui doivent accompagner ça et à partir de là, le type de mesures à mettre en place. On a, aussi des entreprises, qui vont, chercher CARE pour des problématiques de financement. On a eu un cas, très intéressant, l'année dernière, une PME qui, cherchait en fait un financement, de la Banque de France. Et qui justement voulait avoir, des comptes, CARE, c'est-à-dire vraiment un bilan et un compte de résultat, CARE, de façon à mettre en évidence justement une trajectoire scientifiquement, valide avec une justification de ses besoins de financement. En fait, les comptes CARE ont été présentés directement à la Banque de France et la Banque de France a, réévalué la notation de l'entreprise. Tout simplement parce que, justement avec, ces comptes qui, au passage, les comptes en eux-mêmes, chiffraient par exemple une dette écologique, très importante et donc, dégradaient
en eux-mêmes, justement, par exemple, le résultat de l'entreprise. Mais justement, on va dire, c'était un peu l'épreuve de vérité et la prise en compte du fait qu'on n'était pas en train de survaloriser quelque chose, qu'on était véritablement aligné sur une trajectoire qui était crédible scientifiquement, en prenant en compte que oui, il allait avoir une baisse de rendement, a fait que la Banque de France a revalorisé l'entreprise en disant oui, voilà, là, on a en fait à partir de là des plans de financement qui sont véritablement crédibles. On n'est pas en train de survendre quelque chose et donc de mettre de l'argent, on ne sait pas trop où. Le cas d'ailleurs a été présenté au Salon ProDurable l'année dernière. Donc ça, c'est un autre point et qui est en écho avec les éléments qui ont été mentionnés. Et puis, on a alors vraiment, encore une fois, sans être du tout exhaustif, alors évidemment, on a des entreprises qui, elles-mêmes, en fait, sont très engagées et qui veulent avoir, en fait, des outils directement intégrés de pilotage. Heu et puis, on a maintenant de plus en plus d'entreprises, hein, qui veulent mettre en place CARE par rapport à CSRD. Parce que la logique de CARE est très en phase avec CSRD. En fait, le CNCS actuellement travaille très, très activement avec la chaire comptabilité écologique sur, justement les liens entre CSRD et CARE. Et on peut dire d'une certaine façon que CARE, c'est un peu soit l'horizon ou le coup d'après de CSRD, c'est-à-dire qu'on est complètement en phase sur les philosophies et que derrière CARE, on a des classifications complètes des actions, on a les plans de compte complets, etc., etc. Donc ça fait partie, voilà, des typologies, des raisons aussi d'aller derrière CARE. Merci Alexandre pour cette introduction. Moi, je voudrais te relancer sur le côté. Donc, tu parlais d'une trentaine d'entreprises qui expérimentent la méthode CARE, l'approche comptable CARE. Pour autant, toutes ces entreprises, c'est conditionné à une confidentialité, c'est-à-dire on ne connaît pas. Alors, ça m'amène à la question qu'est-ce qui amènerait à lever, à être transparent sur le fait qu'une entreprise puisse afficher le fait qu'elle propose une comptabilité CARE et pour l'instant, on n'y est pas, a priori, puisque toutes les entreprises dont les implantations dont tu parles, elles sont soumises à la confidentialité. C'est un peu dommage, enfin dommage, c'est compréhensible, mais ça frustre. Voilà. Alors, en fait, c'est une question qui est assez fondamentale, hein. C'est que ça commence à évoluer, mais ça fait 6 mois, 1 an que ça commence à évoluer. C'est qu'effectivement, tous les mises en œuvre de CARE, et là encore une fois, très opérationnelles, hein, qui impliquent une relecture complète du modèle d'affaires, hein, avec une connexion avec le contrôle de gestion, jusqu'à une mobilisation de la direction financière, hein. Toutes les mises en œuvre de CARE passent par les mobilisations direction financière et board, en fait. C'est vraiment, la gouvernance est obligatoirement mobilisée. Et donc ça va jusqu'à modifier le bilan, le compte de résultat. Et donc, hein, tout ça, on sent que c'est évidemment éminemment stratégique. Et jusqu'à présent, les entreprises qui se lançaient dans CARE, d'ailleurs du côté privé ou public, hein, on a des organismes publics qui sont passés, le faisaient dans une démarche justement de compréhension interne et de beaucoup de, encore une fois, je dirais, de plans stratégiques et d'une meilleure donc visibilité en interne, mais avec une peur de communiquer parce que, il faut être absolument honnête, hein, la quasi-totalité des modèles organisationnels aujourd'hui ne sont pas alignés sur une durabilité en soutenabilité forte et donc sur des exigences scientifiques. Ce qui fait que, CARE notamment conduit à mettre en évidence qu'on a des rendements financiers qui sont trop élevés et ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de profit à la fin, mais il y a en fait un redimensionnement et finalement, moi, ce que j'appellerais un assainissement. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à avoir des rendements financiers qui sont énormes. Quand on sait que historiquement, quand on était à 5 de rendement, c'était déjà énorme, enfin c'était, et que là, on est passé à des rendements complètement affolants. Je dirais que là, la mise en œuvre de CARE, c'est plutôt un assainissement. Mais évidemment, comprenez bien que du point de vue des entreprises, c'est pas forcément évident de communiquer, comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec CARE, hein, et c'est un rôle de la comptabilité, hein, c'est qu'on n'est plus sur, de la communication environnementale, on n'est plus sur de la communication de durabilité en disant, «On est les rois du monde et on va vous mettre en avant tout ce qu'on fait bien, et puis, le reste, bon, d'ailleurs, éventuellement même, on l'évalue pas». Donc c'est aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire comprendre et mettre en évidence que, tous ces enjeux-là, c'est pas des enjeux de communication.
c'est des enjeux vraiment de transformation fondamentale interne des entreprises. Donc c'est ça qui a conduit à être dans une certaine rétention et une confidentialité, mais qui est en train de changer, parce que, et je pense que CSRD y contribue. Et l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à la Banque de France montre aussi qu'il y a des intérêts de plus en plus à être un peu plus transparent et à accepter l'idée que, voilà, bah oui, on n'est pas soutenable, mais que par contre, ce qui est important, c'est d'avoir des trajectoires de soutenabilité qui peuvent être mises en évidence et d'avoir une crédibilité sur le pilotage. C'est vraiment ça, j'insiste sur ce terme, c'est la question du pilotage. Donc c'est ça, en fait, qui est au cœur de ces enjeux actuels sur CARE et d'ailleurs aussi sur CSRD. Super, parfait. Merci Alexandre. Alors pour te relancer et après ouvrir le débat parce qu'il nous reste 20 minutes et pour relancer, alors il y avait dans le chat je pense que Florence, je rebondis sur l'intervention de Florence qui dit que pour enfin si je comprends bien, pour intégrer la norme CSRD dans moi j'ai du mal avec l'acronyme, CSRD, CSRD dans une entreprise, il faut, pour que ça se passe de la meilleure façon, il faut que la direction et les parties prenantes aient bien cogité sur le modèle d'affaires et sa raison d'être, et là ça devient un peu plus facile, entre guillemets, de le faire quand on est dans cette approche-là. Et pour rebondir sur une question, il y avait une question de Frédéric disait la place d'intégrer dans les mécanismes de redistribution, notamment l'intéressement aux résultats dans une entreprise, et que ça pouvait, il faisait le lien avec ça. Alexandre, je te relance sur le côté, tu as parlé d'acceptabilité. Justement, si on applique la méthode comptable CARE dans une entreprise où il y a notamment un accord d'intéressement qui va permettre de redistribuer l'équivalent d'1, 2 mois, 3 mois de salaire, et si cet indicateur actuellement en place permet de délivrer 3 mois de salaire, si on intègre clairement des indicateurs extra-financiers au sens dur, en cohérence avec la trajectoire de décarbonation, etc., bah, il y a plus d'intérêt. Ça veut dire que concrètement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a plus d'intéressement au résultat. Et donc, c'est quoi l'acceptabilité sociale en interne de ça, d'une application d'une modèle comme ça? Ça vaut également, c'était une question que je voulais poser à Outé, après je m'arrête, c'est sur l'épargne salariale où des salariés attendent, quand bien même ils sont sensibles aux enjeux environnementaux, ils attendent des taux de rendement de 10%, 7, 8% de leur épargne. Et si ça crache pas comme ça, ben ils vont voir ailleurs, ils vont aller sur des fonds délabellisés, etc. Donc, c'est la question de l'acceptabilité, d'avoir des modèles qui crachent moins, entre guillemets. Alors, c'est un vaste sujet, justement, en quelques mots pour ouvrir. Il y a deux choses, c'est que dans CARE, on va situer déjà la prise en compte des questions salariales et de façon générale humaine et sociale. Et là, donc, sur cette question de la décence au travail, du respect de la santé physique et psychique et sociale. C'est-à-dire l'intégration, notamment de la notion de salaire décent. C'est-à-dire déjà mettre en perspective que eh bien, un certain nombre de salariés ne sont pas payés au salaire décent actuellement, y compris en France. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui est souvent mis en évidence par rapport à CARE, c'est que l'absence d'une prise en compte d'un salaire décent qui pose une réflexion qui est travailler pour gagner de l'argent et derrière ne même pas avoir la possibilité d'avoir accès donc à une décence pose une question vraiment de société très profonde sur même le rôle du travail. Donc, il y a déjà une première question, c'est de mettre en évidence cette problématique. Et donc, à partir de là, quand on va mettre en perspective l'intégralité, enfin, le raisonnement qui est derrière CARE, c'est de dire si actuellement, enfin, quand on emprunte de l'argent à une banque, donc par exemple, je sais pas, 10 000 euros, le profit ne peut être calculé qu'en partant du principe qu'on remboursera les 10 000 euros. C'est vraiment la base. Or, quand on est au niveau des écosystèmes ou des êtres humains, en fait, on a un tout autre raisonnement. C'est-à-dire qu'on va exploiter un écosystème, on va exploiter un être humain, donc en fait, on l'emprunte quelque part, mais justement, on ne prend pas en compte dans le calcul du profit le fait de rembourser littéralement un être humain, un écosystème. En fait, c'est comme si on empruntait de l'argent à la banque, on arrive à la fin de l'année, on se dit bon, j'ai fait un certain gain, mais je ne peux pas tout rembourser. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il y a une partie que je ne rembourse pas, et en fait, je le passe en profit. Alors, ça s'appelle du vol. Et justement, ce que CARE met en évidence, et ce qui est en train justement de monter en puissance avec toute réflexion autour de CSRD, c'est que une grande partie de notre économie, c'est véritablement fondé sur du vol en fait des écosystèmes, du vol des êtres humains. Et donc ça,
quand on intègre ça dans les circuits économiques et dans les organisations, forcément, ce que je disais, c'est que ça va reconditionner la conception même du rendement financier. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le même d'assainir, parce qu'il y a des secteurs, il y a des types d'entreprises qui, elles, ne vont pas avoir des baisses de rendement énormes, parce que justement, elles ont déjà mis en œuvre des modèles organisationnels sains, et effectivement, il y a une partie de l'économie qui va devoir être assainie. Donc, sur la question après de l'intéressement, de l'épargne salariale, etc., bah, ça va être la même chose, ça va être la question de comment est-ce qu'on accompagne cet assainissement, comment est-ce qu'on est capable de réorienter vers des éléments économiques et de faire émerger aussi des entreprises assainies, saines, d'un point de vue soutenable. Donc la question, elle doit être vraiment posée comme ça, et c'est une question qui est vraiment une vraie question de société. Parfait, merci Alexandre. Donc il nous reste un petit quart d'heure, enfin un bon quart d'heure même. Et donc j'invite nos intervenants à rebondir comme ils le sentent par rapport aux discussions qu'on a pu avoir. Qui veut y aller? Ute? Moi, je vais bien. Vas-y. Oui, en fait, sur la question de mécanisme de partage, enfin, quelque chose qui prendrait en compte l'environnement. En fait, dans la CSRD, ce qui est vraiment prévu, c'est regarder que la rémunération des dirigeants est liée à cette transition écologique et pas tant l'épargne salariale. En fait, l'épargne salariale, on n'en parle pas tellement parce que c'est quelque chose de très français. On a en France la chance d'avoir une épargne salariale qui est nettement supérieure à tout le reste de l'Europe. Donc, et effectivement, il y a les organismes qui gèrent l'épargne salariale, c'est Natixis ou la BNP, Amundi, ils aimeraient bien avoir peut-être ce genre ou Fondact, ils aimeraient bien avoir ce genre d'indicateurs dans la CSRD, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. En revanche, l'épargne salariale était en même temps le premier vecteur en fait d'épargne responsable en France parce que il y avait des webinaires avant de Miroir Social. C'est le CIES, le Comité intersyndical d'épargne salariale, a été créé en 2002 et c'était vraiment les premiers à avoir poussé pour une épargne plus responsable. Ça ne veut pas dire que ça n'investissait pas chez Total Energy, parce qu'on regarde toujours aussi l'aspect social, c'est-à-dire il y a des salariés partout dans toutes les entreprises. On regarde plutôt sur la transformation, quelles sont les possibilités de transformation à ce moment-là des entreprises, mais c'est pas directement prévu dans la CSRD en tant que telle. Mais c'était un des premiers vecteurs en tout cas. Merci Ute. Qui veut? Xavier, Jérôme? Oui, moi je veux bien dire une chose. D'abord, il n'est pas démontré que l'investissement responsable ait moins de rendement sur le long terme. On n'a pas beaucoup de recul que l'investissement non responsable. Il n'est pas démontré non plus qu'il en ait plus. Ce qui est certain, c'est que si on prend certaines activités, on sait qu'elles vont s'échouer. Elles n'ont pas la possibilité, elles vont être remplacées par d'autres activités. On voit qu'il y a des activités qui sont apparues et qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Alexandre l'a formidablement expliqué, en effet, cette mutation, une entreprise qui n'est pas durable, elle porte bien son nom, elle ne va pas durer. Donc une entreprise qui, dans un système, par exemple, ne prend pas bien en compte cette dimension sociale, ne partage pas bien la rémunération du capital face aux rémunérations du travail, il y a un moment ou un autre, il y aura un conflit, où il y aura une difficulté, où il y aura des investisseurs qui refuseront de financer, et donc on va avoir une mécanique qui fait que peut-être qu'un rendement à court terme va être meilleur, mais sur le long terme, le risque que va porter cette entreprise pour des investisseurs ou des banquiers est supérieur. Ce qui est paradoxal dans l'ESG, c'est que, en fait, moi je trouve que, peut-être que c'est ce qu'on a observé chez Etifinance, on a vu au début des gens qui avaient des convictions, mais qui ne reliaient pas leurs convictions dans le monde financier nécessairement à leur métier. On voyait des actions qui étaient faites au nom de convictions pures et dures. Nous, ce qu'on essaye de faire et de réconcilier, c'est de dire que, en termes de risque ou de création de valeur, la prise en compte des dimensions extra-financières font partie intégrante de l'analyse. Et que, en effet, si aujourd'hui je vous propose d'investir dans une usine qui fabrique des moteurs diesel super puissants, ils ont un défaut, c'est qu'ils polluent énormément, mais c'est formidable pour des gros 4x4, je suis certain que je n'ai pas trouvé beaucoup d'investisseurs. De la même façon, si je vous dis c'est formidable, on va refabriquer on va faire des cigarettes super puissantes, il n'y aura personne qui va investir. Donc je veux dire par là,
les investisseurs, les financiers l'ont intégré, l'intègrent de plus en plus. Ce qu'il faut absolument, c'est prendre en compte cette dimension comme une dimension intégrante de l'entreprise. Et Kerr est cette réconciliation absolue est très intéressante pour cela, puisque c'est de dire, ça fait partie de la même pièce, sont les deux faces d'une même pièce, ça va créer de la valeur, ça va réduire du risque, et donc de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi pour les financiers. Parce qu'il ne faut pas non plus les décourager pour y aller, en leur promettant finalement de ne pas pouvoir rémunérer leur épargne correctement, sinon on n'y arrivera pas. Donc, c'est pas démontrer qu'on gagne plus, mais c'est pas démontrer qu'on gagne moins. Et je pense que cette réconciliation, cette vision est en cours. On parle par exemple tout à l'heure de crédit à impact. On a beaucoup travaillé chez Etifinance avec un certain nombre de banques sur des crédits à impact, notamment pour des plus petites entreprises. Au départ, c'était fait comme une dimension purement de conviction. Ben non, ce qu'il faut, c'est réconcilier en disant qu'une petite entreprise qui maîtrise bien ces sujets extra-financiers, qui est en pointe sur ces sujets, elle est moins risquée. Comme elle est moins risquée, c'est normal qu'on lui prête moins cher. Ok, parfait. Jérôme, Oui, rapidement, parce qu'effectivement, on le retourne, mais bon, d'abord, on a beaucoup parlé, et c'est moi qui en suis responsable dès le départ, donc je présente mes excuses, mais on a beaucoup parlé de CSRD, à tel point que Rodolphe ne sait plus prononcer l'acronyme. Donc, c'est sûr que moi, je veux pas que nos auditeurs, en tout cas, confondent l'importance des outils avec l'importance des finalités, en fait. Le sujet principal, c'est quand même qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça. Évidemment que dans le monde de la banque et de la finance qui est réglementé, plein de têtes bien faites, etc., bah, on se passionne pour les outils, mais néanmoins, le plus important, il n'est pas là, en fait. La vraie vie est ailleurs, comme disait, comme écrivait quelqu'un. Donc, le sujet, c'est à quoi ça sert tout ça. Il faut jamais le perdre de vue. Mais je suis pas toujours sûr que les consensus soient forgés d'un point de vue politique sur ces sujets-là, en tout cas pas suffisamment. Et le problème, c'est effectivement de pas cantonner en fait ces sujets-là à la sphère technique. Et ça, Alexandre l'a dit tout à l'heure, il a parfaitement raison. Nous, j'ai rien dit du crédit coopératif quasiment, mais dans le monde bancaire, on détonne un peu parce qu'en fait, on essaye, on fait preuve de conviction, comme l'a souligné Xavier, mais c'est pas une conviction qu'on met en avant sur des sujets qui seraient périphériques. C'est pas par biais du mécénat ou de la fondation ou d'une petite de communication adaptée, on va dire, qu'on essaie de mettre en valeur ces convictions. On a sincèrement fait le travail, qui est critiquable peut-être, hein, mais de faire en sorte que l'ensemble de notre modèle d'affaires soit maîtrisé par les principes qui nous animent. C'est pas simple, notamment quand on doit le faire dans le cadre d'outils qui sont normés pour d'autres. Et donc rendre compte de ça, on voit bien compliqué. On a d'ailleurs fait plusieurs fois l'exercice avec un organisme de notation qui est québécois, dont on a vu qu'il nous classait dans le top niveau, mais du fait même qu'on était une banque d'abord et qu'on se contentait publiquement de rendre compte de notre action par des outils normés, on n'exploitait pas complètement le potentiel qui était le nôtre en termes de reporting. Donc, ça rejoint ce que je disais au tout début. On peut se dire qu'on est un modèle 100% engagé et qu'on passe au crible tout notre modèle d'affaires et tout ce qu'on fait. Si la façon d'en rendre compte, elle reste normée, on passe à côté de quelque chose. Ça ne nous empêche pas d'avoir la banque avec un bilan carbone qui est 4 fois moins élevé que la moyenne de toutes les autres banques, ce qui veut dire en gros qu'on est la banque qui a le bilan carbone le meilleur, mais pas forcément le dire comme ça, pour pas fâcher nécessairement les autres, mais en tout cas, voilà, si je fais de reporting sur des sujets importants. La question de la rentabilité de l'ESG, je souscris à ce qu'a dit Xavier, on n'a pas démontré que ce serait mieux ou que ce serait moins bien. Le sujet, c'est qu'en fait, faut pas l'aborder comme ça. Que n'importe quel acteur, en tout cas, dès lors qu'il ressort d'une régulation sérieuse, et c'est le cas en Europe, en tout cas dans la zone euro, doit être préoccupé de la durabilité de ses engagements, voilà, quels qu'ils soient. Ou alors c'est un acteur qui joue à la limite de la régulation et de la règle. Ce qui est évidemment le cas dans la quasi-totalité des autres parties du monde. Ce qui est notre problème principal. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde et les meilleures règles du monde. Si le grand patron de Total vient vous dire, vous me faites bien rire, moi je suis pas un groupe français, je suis même pas un groupe européen,
et j'ai pas de problème d'argent parce que j'ai du cash et de toute façon des investisseurs dans le reste du monde qui n'ont rien à foutre de vos états d'âme, et encore moins dans de réglementation, bah, c'est sûr qu'on on va passer à côté d'un truc. C'est la vérité stricte. Le patron de Total se contrefout de savoir si on exclut de nos politiques de crédit le financement de l'industrie pétrolière. Parce qu'en fait, il a plein d'alternatives, à commencer par le cash dont il dispose dans ses propres caisses. Donc, on voit bien que ça suffira pas, en fait, cette approche de régulation. 2 points pour terminer. D'abord, sur la notion d'impact, parce qu'il a été évoqué, la question des crédits à impact. Bon, moi, j'ai un vrai problème avec le mot, qui me semble être, très ambivalent. Mais comme le mot est passé dans l'usage courant, on va faire avec. Mais, moi, un impact sur mon pare-brise, c'est pas un impact positif, hein. Donc, un impact qui n'est pas qualifié en tant que tel, ça me pose un problème. Une mode, qui consiste à dire: «On va mesurer notre impact» sans jamais vérifier sérieusement si ce qu'on mesure ou la mesure qu'on affiche plus exactement, va suffisamment loin de l'analyse de son propre modèle, ou si ça laisse pas de côté 2-3 trucs gênants, ça me pose aussi un petit problème. Quand la norme d'impact est à la mesure de la seule entreprise, c'est encore un plus gros problème. Donc voilà, je suis un peu mesuré sur cette affaire, comme c'est le cas de le dire. Et moi j'en appelle au fait qu'on lie tous ces travaux-là, sur la comptabilité, sur la mesure d'impact, heu, de telle façon à ce qu'on parle un peu moins de conviction. Peut-être paradoxal que ce soit moi qui le dise, mais dans une banque qui se prétend engagée, qu'on parle un peu moins de conviction, mais un peu plus de performance. Donc un peu plus de choses objectivées, en fait. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions, hein, mais c'est, pour finir, hein, c'est, dans ce registre-là, c'est comme en amour, ce qui compte, c'est pas les mots d'amour, c'est les preuves. Voilà, et il me semble que dans ce domaine, il y a de plus en plus de mots d'amour, mais pas forcément beaucoup plus de preuves. Merci Jérôme. Simplement, je voulais dire simplement les rendements, c'est-à-dire que le problème dans l'épargne salariale, c'est que beaucoup de salariés épargnants débloquent leur épargne à court terme au bout des 5 ans. C'est-à-dire on n'est pas forcément dans une logique, la logique à long terme pour aller jusqu'à la retraite, c'est pas l'application, avec effectivement là des rendements qui sont sur le long terme pour le coup, effectivement tout aussi performants, voire plus. Ou voilà, mais le problème c'est la sortie à court terme. On a perdu Outeux dans l'histoire. Merci Alexandre d'avoir lâché quand même quelques noms, a priori, sur des prochaines communications, donc c'est intéressant. Écoutez, alors j'aimerais bien que Outé revienne, elle est dans notre chat, Outé, mais Outé, je peux pas attendez, excusez-moi, hop, Outé, mais là, pourquoi Outé ne peut pas nous rejoindre? Ça serait sympa pour la fin quand même. Ok. Écoutez, on arrive gentiment. Ne marche pas. Je sais pas. Il y a un bug sur Livestorm. Écoutez, on arrive. Merci Outé. En tout cas, t'es dans le chat. En tout cas, merci à toi de ton intervention. Vraiment, c'est intéressant d'avoir une organisation syndicale qui se mettent sur le sujet. D'ailleurs, Alexandre, et ça peut-être une petite chute là-dessus par rapport à moi en tant que représentant de Miroir Social, où quand même le travail de Miroir Social, c'est quand même de valoriser et de faire remonter l'expression syndicale et les commentaires, les analyses syndicales. Dans les projets dont tu parles, dans un certain nombre, la direction n'a pas mis les syndicats dans la boucle. Hein. On est d'accord on n'avait pas prévu le truc, mais ça m'intéresse en 2 secondes si tu peux nous en parler. Oui, ça dépend des missions. Parce que donc on a les programmes de recherche, on a les missions opérationnelles. Dans le cadre des missions opérationnelles, donc ça, évidemment, c'est aussi discuté donc avec les entreprises. C'est plus centré donc sur les besoins d'entreprise. Dans les programmes de recherche, on a par exemple des programmes sur les territoires zéro chômeur longue durée. Donc là, il y a une mobilisation vraiment d'acteurs de l'ESS. Il y a vraiment, dans le cadre des missions, il y a des entreprises qui mobilisent en fait certains représentants, on va dire syndicaux, d'autres entreprises qui ne le font pas sur les dimensions humaines. Et c'est très intéressant parce que la comptabilité, c'est aussi une épreuve de vérité, hein. C'est-à-dire que, et alors là, je rebondis totalement sur ce que Jérôme disait, c'est qu'il y a un moment donné, c'est vraiment le rôle de la comptabilité, c'est au-delà du storytelling, de voir vraiment ce qui est fait. Et CARE, on a eu des cas, notamment un cas emblématique, très très confidentiel, mais où
derrière un affichage du board en termes de prise en compte des salariés et des prestataires extérieurs qui étaient vraiment intégrés comme les autres, avec les administrateurs salariés qui étaient convaincus que tout se passait bien. En fait, la simple obligation de mettre en place, enfin la simple mise en place de cas, donc l'obligation de poser des questions sur la responsabilité, sur la mesure, etc., a complètement coupé le board et a créé certains débats de fond qui n'avaient jamais été posés au sein de l'entreprise. Donc c'est ça aussi. Donc voilà, mobilisation des syndicats, parfois pas, et même obligation de mieux préciser certains éléments sociaux et dialogue social en interne. C'est aussi ça, le rôle de la comptabilité. Ouais, bah écoute, ça sera vraiment très intéressant à suivre le dialogue social que peut sous-tendre CARE et avec de façon transparente avec quand il y aura un retour d'expérience d'une entreprise là-dessus, ça sera très intéressant. En tout cas, moi le premier en tant que miroir social, ça m'intéressera de regarder à quoi ça ressemble. Merci à toi Alexandre. Écoutez, Boutet nous a pas rejoint. Dernier petit mot, Jérôme, on est bon là. Ok. Écoutez, Xavier. Un petit mot, c'est bon? Un tout petit mot, on aurait pu Vas-y. dire qu'il y aura toujours besoin en contrepartie de ce que communiquent les entreprises, que ce soit dans CSRD demain, dans leur comptabilité, d'analyser les controverses par ailleurs, c'est-à-dire ce que les parties prenantes externes disent et qui sont toujours le contrepoids nécessaire, et les syndicats peuvent en être, le contrepoids nécessaire pour que ceux qui doivent les financer, travailler avec, signer un contrat, que sais-je encore, puissent apprécier aussi de la réalité de l'information comptable ou de l'information extra-financière. Ok, parfait. Écoutez, merci à tous mais merci à Outé. Dommage que tu ne puisses pas nous rejoindre, mais voilà. Merci au Crédit Coopératif d'avoir permis cette rencontre de se tenir, qu'on construit ensemble. Merci. Ça amène donc compte rendu à suivre. Je vous ai mis un petit teasing qui a rien à voir avec le sujet de ce matin, encore en termes de controverse, ça peut. Mardi prochain, le prochain live de Miroir Social sur les histoires de harcèlement dans les entreprises et la notion d'enquête paritaire et comment, il y a une forme d'industrialisation de l'enquête pour harcèlement dans les entreprises et c'est le sujet qu'on porte mardi prochain. Voilà. Écoutez, compte rendu à suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. À suivre, je pense qu'on n'a pas éclusé le sujet et en tout cas c'est des ouvertures intéressantes à suivre. Écoutez, j'espère que merci à vous dans la salle pour votre participation, pour vos questions et pour vos rebonds. Donc merci à vous et puis à bientôt pour un prochain live. Je vous souhaite une très bonne journée, je ferme et puis le lien débrief, il est dans la partie modérateur pour celles et ceux qui peuvent nous rejoindre après. À bientôt. Bonne journée, je ferme.